Cette semaine, dans Afrique, nous rencontrerons des migrants nigérians rapatriés de Libye qui peinent à se réadapter. Nous irons ensuite en Égypte visiter le chantier de la nouvelle capitale construite en plein désert, un projet polémique au coût exorbitant. Enfin, nous verrons qu'en Sierra Leone, les autorités agissent sans conviction pour éviter le décrochage scolaire des jeunes filles enceintes. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Au moins 18 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré dans une école de police à Mogadiscio. Selon des témoins, le kamikaze déguisé en policier et portant une ceinture d'explosifs est entré dans le camp alors que les élèves s'étaient rassemblés sur une place pour leur parade matinale. Les islamistes des milices Al-Shebab ont revendiqué l'attentat. Ces casques bleus sont les victimes de l'attaque la plus meurtrière contre une force des Nations Unies depuis 25 ans. Ces 14 Tanzaniens ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo et l'ONU attribue cet assaut à des rebelles ougandais. J'exhorte les autorités de la RDC à enquêter et rapidement amener les auteurs devant la justice. Il ne doit y avoir aucune impunité pour ce genre d'attaque, ici ou partout ailleurs. Les 14 soldats ont reçu les honneurs militaires posthumes en République démocratique du Congo. Leurs corps ont ensuite été rapatriés en Tanzanie, où ils ont été accueillis en héros par le ministre de la Défense. Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunit à partir de samedi pour remplacer son chef, le très contesté Jacob Zuma. En lice, 2 candidats. Cyril Ramaphosa, ancien syndicaliste reconverti en richissime homme d'affaires, actuellement vice-président du pays, et Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne patronne de l'Union africaine et ex-femme de Jacob Zuma, soutenue par son ancien mari. La campagne a profondément divisé le parti de Nelson Mandela et s'est déroulée dans un climat de vive tension, nourri par les graves accusations de corruption qui visent depuis des années le chef de l'État. L'enjeu de l'élection est de taille. Le vainqueur a de bonnes chances de devenir président du pays en 2019. Nouvelle session très mouvementée de l'Assemblée nationale camerounaise. Pendant la session sur la loi de finances 2018, les députés anglophones se sont indignés de ne pas avoir la parole et ont commencé à s'énerver. Un parlementaire a été légèrement blessé. Ozagué arrive tout droit de l'enfer des camps de détention pour migrants en Libye. Il y a passé 4 mois, entassé avec des centaines de personnes, dans des conditions épouvantables. Ozagué rêvait de rejoindre illégalement l'Europe en bateau avec l'aide d'un passeur. Il a finalement dû soudoyer les officiels nigérians 380 € en tout pour entrer dans son pays. Les agents nigérians là-bas, quand ils nous gardent dans un camp de détention, au lieu de traiter nos papiers pour rentrer à la maison, ils nous demandent de payer pour faire sortir du camp. Ce sont des fonctionnaires du gouvernement. Ils font partie de l'ambassade qui est censée aider les gens à rentrer. Mais 80% d'entre eux veulent de l'argent. Chaque semaine, des centaines de candidats malheureux à l'exil sont de retour de Libye. Tous n'ont plus un sou en poche. Les économies ont été dépensées dans le voyage avorté vers l'Europe. Pour les aider, le gouvernement de l'État d'Edo, dont la plupart des migrants nigérians sont originaires, a mis en place un programme de réinsertion avec des séances de soutien psychologique et des formations professionnelles. Ils doivent commencer à penser différemment pour pouvoir agir différemment. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un conditionnement de l'esprit qui les aide à comprendre ce qu'ils cherchaient là-bas, c'est aussi ici. Ce que nous faisons, c'est vraiment les aider à découvrir leurs talents, à retrouver goût à la vie et passer à autre chose après ce qu'ils ont vécu. L'État d'Edo veut même aller plus loin. À l'aide d'une force spéciale, il veut s'attaquer aux cartels qui organisent la traite des migrants. Mais pour l'instant, aucune opération d'ampleur n'a été menée pour démanteler les réseaux. Et les anciens migrants redoutent de dénoncer leurs passeurs. Le problème avec le gouvernement qui veut nous aider à arrêter ces hommes, c'est que l'on ne veut pas commencer un combat que l'on ne peut pas gagner. Quand vous signalez une situation comme celle-là et qu'après 1 mois, la personne est sortie, ce n'est pas encourageant du tout. Après l'émotion mondiale provoquée par les vidéos de CNN montrant des migrants vendus comme des esclaves en Libye, le président du Nigeria s'est engagé à rapatrier tous les compatriotes encore bloqués là-bas.
Selon les autorités, il serait plus de 5000 encore sur place, bien plus selon ceux qui ont réussi à revenir. Les travaux avancent dans ce chantier à 45 km du Caire. Voulu par les autorités égyptiennes, c'est une toute nouvelle capitale qui s'apprête à sortir des sables du désert. Au programme, hôtel de luxe, quartier résidentiel huppé, un aéroport moderne et une tour de 345 mètres. Le quartier gouvernemental devrait quant à lui abriter le palais présidentiel, le Parlement, 32 ministères et plusieurs ambassades. Nous avions un rêve très urgent de sortir à l'extérieur de la capitale administrative et à l'extérieur du Caire. Et en ce moment, nous sommes en train de réaliser ce rêve. La nouvelle capitale est censée être opérationnelle dès 2019 et accueillir progressivement plus de 6 millions d'habitants. Les autorités disent vouloir répondre au surpeuplement du Caire, connu pour ses embouteillages. Mais le projet peine à convaincre les urbanistes qui y voient un projet trop similaire aux autres villes nouvelles construites en Égypte depuis les années 60. Le pays en compte déjà une trentaine, excentré, souvent cher et dépourvu de transports publics pratiques. À l'époque de Abdel Nasser, le marketing pour la ville de Nasser a été fait de la même façon. Ça a été promu comme une ville satellite, offrant des opportunités de travail, ville futuriste et construite de façon moderne. Sous le président Sadat, il y a eu la ville Sadat. La planification de cette ville était magnifique, mais malheureusement Sadat est mort et les gens ont eu peur. La ville était en son nom et après sa mort, plus personne ne voulait s'y impliquer. Sous le président Moubarak, il y a eu l'idée du nouveau Caire. 4 millions d'habitants devaient initialement peupler le nouveau Caire, une ville construite au début des années 2000. Mais seulement 1,5 million y vivent actuellement. Si pour certains la nouvelle capitale confine à de la propagande politique, les autorités y voient un projet nécessaire et avant-gardiste. Nous allons avoir recours à tout ce qui est moderne, dernier cri, en termes de planification, de design, de technologie et d'informatique. Dans la nouvelle capitale, de nouveaux services seront disponibles pour tous les habitants. Ce sera donc une ville intelligente. Le coût officiel de cette nouvelle capitale s'élève à 45 milliards de dollars, un projet pharaonique dans une Égypte en plein marasme économique. À 17 ans, Fatmata est enceinte de son deuxième enfant. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché de son premier. Avec sa cousine, elles ont été forcées de quitter l'école lorsque leur grossesse est devenue trop visible. Une règle imposée en Sierra Leone par le gouvernement qui considère que ces jeunes filles montrent le mauvais exemple. J'étais malheureuse parce que je ne pouvais plus voir mes amis ni les filles de mon village à l'école. Mais j'étais enceinte et ensuite j'ai dû prendre soin de mon enfant. J'aurais préféré autre chose, mais je n'ai pas eu le choix. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, une femme enceinte sur 3 est une adolescente. Pour faire face à la pression internationale liée à ces mesures d'exclusion controversées, le gouvernement s'est vu forcé d'ouvrir des classes spécialement destinées aux jeunes filles enceintes. Elles peuvent ainsi poursuivre leur scolarité en suivant un programme très allégé et à l'écart des autres adolescents. Les jeunes pères, eux, sont épargnés. C'est contre-productif d'isoler de jeunes garçons juste parce qu'ils ont mis une fille enceinte. Les garçons ne portent pas d'enfants, mais les filles, oui, et ça se voit. C'est la grande différence. Le gouvernement affirme que cette initiative est un succès. 5000 jeunes filles sur les 14 000 inscrites dans ces écoles spéciales ont fini par réintégrer l'école traditionnelle après leur grossesse. Mais près de 2 tiers d'entre elles restent définitivement exclues du système éducatif. Ce n'est pas parce que ces jeunes filles sont enceintes que leur éducation doit s'arrêter net. Notre position est très claire et nous l'avons dit au ministre de l'Éducation. Nous voulons que ces adolescentes soient scolarisées, pas discriminées. Mais le gouvernement ne permet pas cela. L'éducation sexuelle n'existe pas en Sierra Leone. Seules les ONG se chargent d'informer les adolescents sur leur sexualité. Et même les solutions temporaires sont menacées. Le gouvernement assure ne pas avoir assez d'argent pour continuer à financer ces cours, au risque de condamner des milliers d'adolescentes à abandonner leurs études complètement.
Dans notre prochaine édition, nous vous présenterons Pedro. Ce Togolais vit au Bénin, mais depuis le mois d'août, il se rend chaque semaine dans son pays natal pour participer à des manifestations de l'opposition contre le président Faure Gnassingbé. À la semaine prochaine.